bienvenue sur cette conférence intitulée « La posture dans les métiers de l'accompagnement ». Je suis Magali Trida, je suis formatrice chez Reactive. On fête nos 10 ans, Tania, cette année. 10 ans de collaboration, donc va falloir qu'on prévoie quelque chose pour ça. Hein. Et donc pourquoi cette conférence sur les métiers d'accompagnement, puisque j'œuvre dans les métiers de l'accompagnement depuis, j'ose plus calculer, au moins 25 ans. Et puisque en parallèle de mon activité de formatrice, je dirige un organisme d'insertion. Et avant cela, j'étais conseillère en insertion avec le public jeune. Donc j'ai pu, comme vous, si vous travaillez dans ces métiers-là, explorer la complexité d'accompagner des publics, et notamment les publics en difficulté. Et donc, dans mon parcours, j'ai découvert la PNL il y a une dizaine d'années. Et j'ai été formée à d'autres outils comme l'analyse transactionnelle, il y avait une conférence tout à l'heure sur cette thématique. Et cette rencontre avec la PNL a vraiment modifié ma manière d'accompagner, modifié et surtout facilité, puisque dans les métiers d'accompagnement, je vous apprends rien en vous disant que ça peut générer beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'énergie aussi d'accompagner des personnes soit en fragilité au niveau de la santé, soit en fragilité sociale. Et ces outils PNL, quand je les ai découverts, je me suis dit que c'était hyper important en tout cas de pouvoir en faire profiter toutes les personnes qui travaillent dans ces métiers-là. Donc je vais balayer un certain nombre d'outils que vous pourrez apprendre dans le cursus PNL et qui pourront vous être utiles. Donc métier de l'accompagnement, c'est très large. Donc on peut parler de l'insertion, on peut parler de l'éducation, on peut parler de la formation, on peut parler des thérapeutes, on peut parler des psychologues. Enfin, c'est tous ces métiers qui tournent autour de la relation interpersonnelle. Alors pourquoi la posture ? Donc, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je dirige une équipe de 20 personnes. Quand je recrute, eh bien, on recrute à travers des compétences, à travers d'expériences, à travers des connaissances. Et rapidement, quand les personnes arrivent sur le poste, ce qui va vraiment, pour moi en tout cas, en tant que manager, me convaincre dans le recrutement d'une personne, ça va être au-delà de ses compétences et de son expérience, c'est surtout sa posture. C'est la capacité de la personne à habiter son poste et la capacité aussi à interagir avec les personnes qu'elle accompagne de la manière la plus adaptée. Et ça fait plusieurs années que je recrute et que je me dis que finalement, on n'a pas beaucoup d'outils pour repérer ou accompagner les personnes dans leur posture professionnelle. Et il y a d'autant plus d'enjeux dans les métiers de l'accompagnement. Bonjour, installez-vous. Il y a d'autant plus d'enjeux dans nos métiers qu'on est censé, quand on parle d'accompagnement, c'est que la personne en face a besoin d'un accompagnement. Donc si elle a besoin d'un accompagnement, ça signifie qu'il y a un certain nombre de fragilités ou un parcours un peu plus difficile, pour lequel, pour moi, la posture est d'autant plus importante et d'autant plus d'impact sur le parcours et la relation avec la personne. Sauf que, sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore connaissance de formation. À part certains modules dans les formations d'éduc spécialisées, souvent il y a une petite partie sur la posture, les assistants sociaux aussi, ça peut exister. Mais ce n'est pas forcément reconnu, on va dire, comme une compétence professionnelle. Et moi, je vais militer pour qu'on reconnaisse la posture comme une vraie compétence professionnelle, parce que les connaissances, ça s'acquiert, les compétences, avec l'expérience, on arrive aussi à les développer, sauf que la posture, il y a quand même un volet, on est un peu à la frontière entre le pro et le perso. On se dépatouille un peu avec nous-mêmes et avec ce qu'on sait, avec ce qu'on fait, pour adapter notre posture. Mais pour moi, ça fait vraiment partie des compétences à avoir en tant que professionnel. Donc, avant de démarrer le contenu, qu'est-ce que vous décriez, vous, le mot posture? Parce que ça veut... Posture, souvent les managers utilisent ce mot, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière.
Qu'est-ce que vous entendez par le mot posture? Une attitude. Une attitude. Une manière de s'exprimer. Une écoute, une manière de s'exprimer. Je suis d'accord. Une présence. Une prestance. Ouais. Prendre place. Pardon? Façon de prendre place. Prendre place. Comme un positionnement. Une capacité d'adaptation. Oui. Une capacité d'adaptation, un positionnement. Moi, j'oserais dire un travail sur soi. Un travail sur soi. Oui. Ok. Vous voyez autre chose? Une bonne distance. Oui. Bonne distance. Pardon? Juste distance. Oui, oui, une juste distance. C'est très juste. Autre chose? Déjà pas mal, hein? Donc effectivement, la posture, on a souvent quand on parle de posture, on pense aussi au physique. La posture physique, le positionnement, l'attitude, comment on se tient, comment aussi on s'habille, comment aussi on se présente. Hein, c'est aussi ça la posture. Il y a tout le volet de la communication, l'écoute, la manière de s'exprimer. Il y a tout le volet d'adaptation, puisque qui dit posture professionnelle dit aussi environnement professionnel. On ne va pas avoir la même posture dans un milieu industriel que dans un milieu, je ne sais pas moi, agricole, dans de la vente, dans les métiers de l'insertion ou dans de la formation. La posture va demander une capacité d'adaptation. Travail sur soi, dans le sens que la personne, dans sa posture professionnelle, va être amenée, en tout cas dans les métiers de l'accompagnement, à réinterroger sa posture personnelle vis-à-vis des personnes qu'elle accompagne. On va voir en quoi les outils PNL vont nous aider et nous accompagner là-dedans. Une bonne et une juste distance. Alors pour les métiers de l'accompagnement, c'est un des prérequis, j'ai envie de dire, les plus importants. Hein. Ça va être vraiment un positionnement dans la juste distance qui va s'ajuster entre être suffisamment empathique, suffisamment tourné vers l'autre et en même temps garder suffisamment de distance pour ne pas se laisser envahir aussi et par ce qui peut se passer aussi dans les difficultés de la personne. Ça vous parle tout ça ? Ok. Donc dans ce que je vais vous proposer sur cette conférence, en allant très très vite, donc c'est aborder les différentes dimensions de notre posture dans notre pratique professionnelle dont on n'a pas forcément conscience. Hein, en tant que dans les métiers d'accompagnement en général, hein, les professionnels interrogent souvent leur posture, mais on n'a pas toujours conscience des différentes choses qui se passent à l'intérieur de nous et qui ont un impact dans la relation avec les personnes qu'on accompagne. On va également, nous allons apprendre grâce aux outils PNL ou renforcer en tout cas nos compétences grâce à la communication interpersonnelle et tout ce qu'on apprend dans la face cachée, on va dire, de la communication interpersonnelle. Également, nous allons aborder ce qui se passe au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau de nos pensées, au niveau de ce qu'on croit de la personne et qui va aussi avoir un impact au niveau de la relation. Et enfin, la gestion de nos états internes, la gestion des tensions intérieures, par exemple le stress, qui peut modifier aussi, sans qu'on s'en rende compte, la relation avec les personnes qu'on accompagne. Donc on va aller vraiment sur les trois volets, l'attitude, la posture, la manière dont on agit, dont on se positionne, la juste distance, ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes,
ce qu'on pense de l'autre, ce qu'on croit de l'autre, et ce qui se passe dans notre système émotionnel. Il y a des matins, on arrive, on est plus ou moins en forme, on peut avoir plus ou moins des préoccupations personnelles, et on peut aussi être amené à accompagner des personnes qui génèrent en nous des tensions internes, pas forcément faciles à gérer et qui forcément vont avoir un impact dans la relation. Ça va jusque-là ? Donc là, je ne vais pas revenir dessus. Donc, pour résumer, la posture, c'est vraiment la capacité du professionnel qui va associer, il y a du savoir-être aussi dans la posture, du savoir-faire, parce qu'on apprend aussi une posture professionnelle quand on démarre sa carrière, et la capacité à s'adapter à la fois aux personnes qu'on accompagne, mais aussi ce dont on parle moins, c'est l'environnement dans lequel on est, l'institution pour qui on travaille. Ça va avoir aussi un impact sur la posture. Et inversement. Donc la posture, finalement, c'est difficile à définir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ajustement permanent entre qui on est, le rôle qu'on a dans l'entreprise, la mission qu'on nous confie et les personnes qu'on a en face de nous. Donc finalement, on est vraiment des équilibristes entre tout ça. Donc ce qui va se passer au niveau à l'intérieur de nous et qui va se voir à l'extérieur de nous. Quand on parle de posture, vous l'avez dit, on va aussi apprendre à la développer à partir de notre environnement, de nos expériences professionnelles et personnelles, à travers, on l'a dit tout à l'heure, notre état émotionnel, mais aussi notre système de valeurs qui va influencer sur notre posture. Nos certitudes, ce qui est important pour nous, va nous faire réagir, à la fois dans l'environnement dans lequel on est, mais à la fois avec les personnes qu'on accompagne. Également, le rôle, la mission, le niveau d'appartenance qu'on a dans l'entreprise. Donc quand on regarde un professionnel qui accompagne une personne, tout ça fait partie de sa posture. Les pensées, les ressentis, les comportements, la perception des situations, ce que je perçois de la situation, le regard que je porte sur l'autre et la manière dont je vais communiquer. Donc dans la relation, il n'y a pas que des mots qui se transmettent, il n'y a pas que de la communication verbale, il y a tout ça qui rentre en compte. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça résonne dans vos pratiques? Ouais. Et les conséquences, c'est qu'une posture inappropriée. Alors moi, j'ai déjà vécu dans mon expérience de management, parce que j'ai recruté pas mal de personnes ces dernières années. Ça m'est rarement arrivé, mais ça m'est arrivé 2 fois où clairement la personne avait des compétences affichées et tous les voyants étaient ouverts au niveau du CV et très rapidement la posture n'était pas appropriée. Et comme on est dans les métiers d'accompagnement et qu'on a quand même des personnes en face de nous, c'est des êtres humains, pour moi, la posture, elle prévaut sur tout le reste, parce qu'en face, on a des personnes en fragilité. Le dernier exemple que j'ai eu, c'est un monsieur qui avait beaucoup d'expérience dans la formation. Et quand il a démarré son poste, les collègues m'ont fait remonter que cette personne était beaucoup dans le jugement, en portant des jugements, on va dire, négatifs sur les personnes qui l'accompagnaient et avec surtout des présuppositions que ces personnes-là n'y arriveraient pas. Donc, démarrer un accompagnement en disant lui, de toute façon, vu son parcours, il n'arrivera pas à trouver de travail ou ça va mal se passer. Donc c'est quelque chose qu'il exprimait avec les collègues, pas devant les personnes qui l'accompagnaient, mais avec les collègues. Ça quand même transpirait au niveau de son attitude parce que quand on l'a observé au niveau de l'accompagnement des personnes, il était fermé et un petit peu, je dirais pas agressif, mais un peu sur la défensive. Donc dans sa manière, donc ce qu'il disait, pourquoi pas, mais c'est la manière dont il le disait, je me disais, il y avait vraiment de la fermeture et limite du rejet. Donc il y a vraiment, ça s'est manifesté heureusement assez tôt sur sa prise de poste et aussi au niveau de la posture, parce que ça,
bon, ça peut arriver, on va partir de ce constat-là. Donc j'ai mis en place un accompagnement de cette personne pour lui faire un feedback, hein, lui dire, bah voilà, en étant très factuel, eh bien cette personne était en incapacité de se remettre en question. Pour lui, il était en méconnaissance totale de ce comportement-là. C'est-à-dire quand on lui a dit, bah voilà ce qui s'est passé avec telle personne, et dans nos métiers, bah, on ne peut pas préjuger et bah, ça ne va pas aider la personne à aller mieux. Ce professionnel a dit, ah bon, bah non, pourquoi? Ah bon, j'ai dit ça. Enfin, il n'avait pas dans le déni total de ça. Donc, pour moi, ça, c'est de la posture. Par méconnaissance. C'est de la méconnaissance, mais qui agissait aussi sur sa posture parce que vis-à-vis de ses collègues, il avait aussi une posture qu'on appelle haute, c'est-à-dire qu'il était plutôt, oui, mais moi j'ai de l'expérience, moi avant je faisais comme ça, c'est mieux de faire comme ça. Voilà. Donc, une posture inappropriée, ça peut nuire, ça nuit, même j'aurais pu enlever le verbe pouvoir. Et à l'inverse, une posture adaptée, elle va renforcer le lien, renforcer le rapport de confiance. Et moi, ce que j'ai remarqué quand j'étais conseillère et que j'accompagnais des jeunes, la rapidité, on va dire, de la mise en route du parcours à partir du moment où la personne est en confiance avec son accompagnant. Parce que quand il y a ce lien de confiance, vous pouvez limite proposer n'importe quoi. Enfin, quelque parcours que vous proposiez à la personne, elle va vous faire confiance et elle va être beaucoup plus motivée à mettre en action ce que vous lui proposez parce qu'il y a d'abord eu ce lien de confiance. Vous proposez la même chose à la personne, mais s'il n'y a pas le lien qui est créé, le rapport qui est créé, eh bien, souvent, il y a beaucoup moins de passages d'adhésion au dispositif. C'est pour ça que souvent je vois des formations qui s'intitulent « Comment faire adhérer les publics en insertion au dispositif ». Ça, c'est des formations dans les métiers de l'insertion qu'on voit beaucoup passer. J'ai envie de les appeler, de leur dire « Non, comment créer un lien de confiance avec les bénéficiaires ?» Parce qu'ils vont adhérer à partir du moment où ils se sentent sécures. Hein, il y a la confiance, mais aussi le sentiment de sécurité suffisant, c'est comme dans les métiers de la santé, hein, pour que la personne ait envie aussi, que ça lui donne le petit coup de boost pour mettre en route son parcours. Donc les pièges aussi du métier d'accompagnant, quand on démarre, hein, souvent on peut être dans ces pièges-là, donc ne pas créer de rapport ni les conditions sécures. Je vous donne vraiment des caricatures, hein. Ne pas écouter la personne, lui couper la parole, ne pas reformuler. Un des gros pièges, c'est de projeter sa propre vision des choses, de projeter son modèle du monde. J'ai le deuxième exemple que j'ai de posture qui fait partie de la posture. C'est une collaboratrice qu'on avait recrutée et qui se référait tout le temps à ses enfants, à ses propres enfants qui étaient adolescents. Et elle disait, bah oui, mais moi, mon enfant, il fait ça, et puis, oui, non, mais ça, c'est toi et ta propre histoire. C'est pas possible de projeter sa propre histoire sur les personnes qu'on accompagne. Évidemment, juger et interpréter, ce qu'on disait tout à l'heure, juger ou préjuger. Alors, on verra que c'est un fonctionnement naturel du cerveau, hein, de porter des évaluations sur les personnes, sur les situations, c'est complètement naturel. Après, charge à nous en tant que professionnels d'aller regarder que nos interprétations ne se transforment pas en jugement de valeur. Le risque, c'est de finalement, en fonction aussi du lien qu'on a avec la personne, de traiter les situations de manière inéquitable. Hein, avec la personne avec qui possiblement on est moins à l'aise, on va peut-être être moins productif qu'avec quelqu'un avec qui on a un lien plus sécure. Assister au lieu d'autonomiser, ça vous connaissez bien, et ne pas prendre en compte, ça fait vraiment partie de la posture, de ses propres limites en tant que professionnel. L'exemple peut être en fonction du poste qu'on a et des missions qu'on a, bien évidemment, mais si je prends l'exemple d'un conseiller en insertion, un conseiller n'est pas un éducateur de prévention,
n'est pas un psychologue, c'est un peu un mixte entre tout ça, mais on a nos propres limites. Et quand on accompagne, un des risques, c'est ce qu'on fait la conférence analyse transactionnelle, hein. Un des risques, c'est partir dans une position de sauveur et de vouloir faire et d'aller sauver la personne. Et sauf que, voilà, on est là pour une mission, on a nos propres limites de compétences et on ne peut pas faire une psychothérapie quand on est conseiller ou quand on est même éducateur ou formateur. Enfin, chacun son métier, chacun ses missions. Et dans la posture, c'est hyper important de reconnaître ses limites et d'aller réorienter, réadresser la personne vers le professionnel compétent. Ça vous parle? Là-bas au fond. Et ça, c'est aussi un vrai travail à faire sur soi, hein, sur ses propres compétences et ses propres limites. Une acceptation aussi, hein, de ses propres limites, et c'est OK. Hein. C'est pas parce que j'ai des limites que je ne suis pas compétent dans mon poste, au contraire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement chez les personnes qui choisissent volontairement d'accompagner, justement d'assister au lieu de... Il y a un risque, il y a un profil, on va dire, assez connu chez les accompagnants dans tous nos métiers. C'est souvent, on a plutôt un profil de vouloir aider, de vouloir, on appelle ça du sauvetage en analyse transactionnelle. Ça, c'est le plus gros, souvent, hein, c'est le plus gros risque. Parce que quand on part dans ces risques-là, d'une, on n'aide pas la personne. Parce qu'on va aller prendre en charge une part de responsabilité qui va finalement enlever la possibilité à la personne, va lui enlever de la liberté d'action, va lui enlever du pouvoir d'agir. Et en tant que professionnel, le risque, c'est de se surcharger émotionnellement et cognitivement, et aussi d'avoir la sensation que ce qu'on fait, un peu comme le mythe de Sisyphe, quoi, que ça s'arrête jamais et que on n'arrivera jamais à des résultats. Ça vous parle tout ça? Donc ça, j'en ai parlé. Donc ce qu'on va regarder avec la PNL, les outils que vous allez apprendre, ça va nous permettre de regarder de soi par rapport à soi, notre propre posture, faire un peu un état des lieux. Dans notre mission professionnelle, on va aller regarder à l'intérieur de nous ce qu'il se passe. On va pouvoir être amené aussi à regarder ce qui se passe entre soi et l'autre et apprendre à percevoir, observer, calibrer ce qui se passe chez l'autre vis-à-vis de soi. Donc on est vraiment sur de l'interaction et sur de la compréhension du mode de fonctionnement de l'être humain. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, les outils que vous allez apprendre dès les bases PNL, on va regarder les comportements, les attitudes, le positionnement. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, nos pensées, nos certitudes, comment se construisent aussi nos interprétations, nos croyances et nos états intérieurs, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en comprenant mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça nous donnera aussi du décodage beaucoup plus facile pour aller observer dans le comportement de la personne ce qui se passe à l'intérieur de lui. Je vais passer tout de suite à cet outil-là. Ça, c'est un des premiers outils qu'on aborde grâce à la PNL, qui s'appelle l'index de computation, qui nous apprend ici que notre expérience humaine est divisée en 3 parties. À peu près un tiers de notre expérience, c'est les comportements, ce sont les comportements que nous avons. L'attitude, comment j'agis, comment je bouge, comment je communique, comment je parle, ce que je fais. En gros, c'est tout ce que nous faisons. Un tiers, il s'agit de nos émotions, de nos états intérieurs, pour le coup, qui sont moins visibles. Vous êtes d'accord avec moi, hein, ce qu'on voit de l'autre et ce qu'on donne à voir de soi, c'est d'abord les comportements. Les états internes et enfin, ce qu'on appelle le processus cognitif, ce sont nos pensées. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Donc ce schéma, il est intéressant. Pourquoi? Parce que quand on est en interaction avec une personne, dans n'importe quelle interaction, mais en particulier dans nos métiers, ce qui est visible de soi à l'autre et de l'autre à soi,
a priori, c'est que le comportement, notre attitude. Et notre attitude ne nous donne pas accès tout de suite à ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Donc, ce que va nous apprendre les outils PNL, c'est à partir du comportement que vous observez chez la personne que vous accompagnez, d'avoir des outils pour petit à petit rentrer, accéder à ce qu'on appelle son expérience subjective, accéder à ce qui se passe à l'intérieur d'elle, en termes d'état émotionnel et en termes de pensée aussi, pour décrypter son comportement, mais surtout pour l'aider à trouver des solutions, à comprendre l'origine des problèmes d'insertion qu'il a pu avoir et l'accompagner à aller mieux. Donc ça aide aussi à une chose, une des principales qualités de l'accompagnant, c'est quoi? Oui. L'écoute, l'observation, ça je suis d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un comportement, quand on accompagne quelqu'un? Est-ce qu'on le juge tout de suite? Ben non. Donc ça apprend, c'est vraiment la spécificité de nos métiers, c'est qu'on ne va pas confondre le comportement de la personne avec qui il est. On va dissocier ce qui manifeste de qui il est et de ce qu'il est capable d'être ou de devenir. Donc c'est ce que vous faites aussi dans les métiers de l'enfance, de l'adolescence, etc. Dans les outils que vous allez découvrir dès les bases PNL, c'est ce qu'on appelle la notion de modèle du monde. Donc la notion de modèle du monde, elle nous permet de comprendre qu'est-ce qui fait que chacun de nous est unique, différent, et ce qui fait que chacun se comporte aussi de manière différente. Puisque le comportement, rappelez-vous, il est là, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce modèle-là de la PNL, il va nous aider à, comme un iceberg, hein, on a la partie visible, et là on va aller rentrer dans la partie invisible, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Donc un des principes c'est que qu'est-ce qui fait que chacun de nous, on est en lien avec le monde extérieur? Qu'est-ce qui nous permet ça physiologiquement d'être en lien avec le monde extérieur? Bon, les sens. Les sens. Les 5 sens, effectivement le corps, mais les 5 sens. Donc, ce qui nous permet de percevoir ce qui se passe autour de nous, ce sont nos 5 sens. Donc, notre vue, notre audition, notre toucher, nos sensations, l'odorat, bien évidemment, et le gustatif. Donc, notre cerveau, constamment, capte ce qu'on appelle des données sensorielles, hein, visuelles, auditives, kinesthésiques, et ça, c'est constamment et de manière permanente. Et à partir de ces données sensorielles, notre cerveau va opérer un certain nombre de mécanismes qui va permettre de traiter ces informations perçues. Donc notre cerveau, il capte énormément d'informations. Tania, combien? 400 000 millions de bits secondes d'informations sensorielles inconsciemment. Et à partir de toutes ces données, un peu comme un ordinateur, hein, notre cerveau va faire un certain nombre de tris. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des choses qu'on fait, qu'on aborde dès les bases. On va faire un tri, le cerveau va faire des omissions par exemple, hein, il va nous aider à ne focaliser que sur une partie des situations et omettre une partie de la réalité. Par exemple, si je conduis, je ne vais pas focaliser sur les mêmes informations que si je suis passager. Et c'est notre capacité d'omission qui nous permet ça, qui nous permet de nous concentrer. Donc c'est très utile. Mais on verra que dans toutes ces parties-là de notre cerveau, ces mécanismes-là, c'est toujours très utile, mais il peut y avoir une face sombre aussi. Et la face sombre, c'est je peux omettre aussi des choses qui peuvent être utiles dans ma vie, des opportunités. Et souvent, dans les personnes qu'on accompagne, ils ont souvent cette capacité d'omettre leur capacité, leur point fort, ce qui s'est passé bien dans leur vie pour ne focaliser que sur ce qui ne va pas. Donc on verra un deuxième outil à partir du technicien PNL qui s'appelle le métamodèle, qui nous aide à aller questionner ses omissions et aider la personne à faire remonter ce qu'il y a de bien chez lui et les ressources sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer dans son parcours.
Le deuxième mécanisme, ça s'appelle les distorsions. C'est la capacité de notre cerveau de déformer la réalité, de distordre la réalité et d'aller mettre une signification sur ce qu'on vit. Donc c'est ce qu'on fait tous tout le temps en permanence. On va évaluer en fait les situations. Exemple, j'ai croisé ma copine dans la rue, elle me dit pas bonjour. Ça veut dire que quoi? Allez-y. Elle m'aime pas. Je suis mal habillée ce matin. Je suis mal habillée ce matin, elle me fait la gueule. Elle m'a pas vue parce que moi j'enlève mes lunettes, je vois rien. Donc en fonction d'une même situation, d'un même fait, on va aller poser une signification dessus qui va être différente en fonction de dans quel état je suis, de mon état d'humeur, de ce que j'ai vécu, de mes expériences, etc. Et enfin, le mécanisme de généralisation, c'est la capacité de notre cerveau de généraliser tous les apprentissages qu'on peut avoir, de généraliser aussi des expériences vécues. Donc, dans les personnes que vous accompagnez, c'est souvent quelque chose de très présent. J'ai vécu une mauvaise expérience professionnelle dans une entreprise, la personne va avoir tendance à dire « ouais mais j'y arriverai jamais » ou « avec les patrons ça se passe toujours mal » ou ben, « on me comprend pas » etc. Donc la personne va être souvent dans un principe de généralisation et tous ces mécanismes-là vont être exprimés à travers le langage et la manière dont la personne parle. Donc à partir du technicien, on va apprendre à décoder de la manière dont la personne nous communique ces informations et en apprenant à les questionner, on va pouvoir repérer son niveau, ses généralisations, les distorsions qu'il fait, les omissions qu'il fait et grâce à ça, ben, on va pouvoir aussi lui réouvrir le champ des possibles. Parce que souvent la personne va déformer la réalité et va surtout se fermer des champs du possible. Et nous, notre job, ça sera de réouvrir, non pas, alors on peut aussi, on est d'accord, mais en lui conseillant de faire ceci ou cela, ou en lui disant, mais si tu fais ça, tu verras, ça ira mieux. Vous avez remarqué aussi bien que moi que ça marche pas trop, mais plutôt d'aller grâce au questionnement, lui faire prendre conscience de tout ça et d'arriver à réouvrir. Et là, on peut lui dire, mais tu sais, si tu as remarqué ça, ben moi, je vais pouvoir te proposer un dispositif qui t'aidera à aller là. Donc, une fois que notre cerveau a fait tout ça, il va également, c'est un peu comme si on avait un assistant à l'intérieur de nous qui sans arrêt fait des allers-retours entre ce qu'il perçoit, ce qu'il vit et tout notre vécu qui est enregistré quelque part à l'intérieur de nous. Donc, tous les éléments perceptuels, visuels, auditifs, etc. que notre assistant perçoit, il va sans arrêt les comparer à nos expériences et notre assistant peut tirer parfois des sonnettes d'alarme. Quand il repère quelque chose qui possiblement lui rappelle un souvenir qu'il a vécu et qui a généré un gros stress, une peur, une colère, etc., eh ben, la sonnette d'alarme se met en route et c'est là qu'on peut avoir des réactions parfois d'ailleurs qu'on n'explique pas toujours. Hein. Des fois, il y a quelqu'un, vous recevez quelqu'un en entretien et vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne pouvez pas vous le piffrer et ça ne passe pas et vous avez beaucoup de mal, ça vous demande beaucoup d'énergie parce que ce n'est pas la personne qui vous fait réagir comme ça. C'est ce que vous avez inscrit, enregistré à l'intérieur de vous, inconsciemment bien évidemment, qui vient réappuyer sur un bouton et vous faire réagir de manière émotionnelle comme ça. Donc tous ces mécanismes-là, on ira les voir sur chaque étape du cursus PNL, on ira regarder ce qui se joue à l'intérieur de nous et ce qui explique parfois des réactions qu'on a au niveau émotionnel et comportemental. Et pour le coup aussi chez les gens qu'on accompagne. Parce qu'en plus dans les métiers de l'accompagnement, la personne qui arrive dans votre bureau va souvent rejouer avec vous dans ce cadre-là, ce qui s'est joué pour lui, soit pendant l'enfance ou l'adolescence, dans son milieu d'origine. Hein, et il y a plein de choses qui se rejouent. Hein. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport au modèle du monde ? Donc ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que chacun d'entre nous, on arrive avec tout ça. Et tout ça, c'est pas visible.
Vous êtes OK? À part le comportement, c'est pas visible. Donc ça explique les modèles, des visions du monde complètement différentes. On voit bien ce qui se passe dans le monde. Hein. Les pays en guerre, typiquement, on est là-dessus. Hein. 2 pays en guerre, chacun a son modèle du monde. Et chacun veut imposer à l'autre son modèle du monde. Et ça fait des clashs. Comme quand on s'engueule avec quelqu'un, chacun reste positionné et affirmé sur son modèle du monde. Donc là où les outils PNL vont nous aider, c'est avoir ce schéma-là en tête, ça rend déjà plus tolérant, on est d'accord? Parce que si je me mets dans les baskets de l'autre, en fonction de ce qu'il a vécu, des certitudes qu'il a, des valeurs qu'il a, de l'âge qu'il a aussi, hein, ok, si j'étais lui, je penserais comme lui en fait. Ou certainement que je vivrais la situation comme cette personne. Donc ça rend plus tolérant. Et l'autre avantage des outils PNL, c'est que ça va nous permettre, au lieu de castagner parce que moi j'ai raison et de toute façon toi t'as tort, d'ouvrir un petit peu notre modèle du monde en allant questionner la personne et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne, elle en est là. Et qu'est-ce qui fait qu'elle conclut ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à travailler? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à se motiver, à chercher du travail? Et ça, grâce au questionnement. Et en partie, pas que, mais avec tous les outils de communication. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais conseillère, j'avais accompagné un jeune qui me dit, qui mettait rien en place, qui était dans du rien depuis pas mal de temps. Et il me dit de toute façon, mes parents et mes grands-parents disent de moi que je suis alors vous entendez les mots, hein, je suis feignant. Donc c'est-à-dire que son identité était associée à être feignant. Donc c'est très très fort, hein, la puissance des mots. Et en le questionnant, je lui ai demandé qu'est-ce qui fait que tu ne travailles pas aujourd'hui, est-ce que tu as cherché, est-ce que tu t'es projeté, voilà, on fait un peu le tour de son parcours. Et quand je lui demande qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller travailler, il me dit, je lui dis mets-toi dans la situation, imagine tu démarres un poste de travail, et là il me dit mais j'ai la trouille bleue de ne pas comprendre les consignes qu'on va me donner. Et de faire des bêtises, et de pas être à la hauteur. Donc, vous voyez, lui, dans son modèle du monde, il croyait, donc c'est ce qu'on appelle une croyance en PNL, c'est une certitude. Il avait la certitude qu'il ne comprendrait pas les consignes et qu'il allait faire des conneries et que du coup, ça allait mal se passer. Et bien, c'est ce niveau-là de croyance qui l'empêchait d'aller vers candidater, d'aller vers un poste. Et en plus, quand ses parents, ses proches lui disent en fait, tu ne vas pas travailler parce que tu es un feignant, qui était une projection du modèle du monde des parents sur le jeune, alors là, je peux autant vous dire que le gamin, il ne bougeait pas une oreille et c'était très très désagréable pour lui parce qu'il était dans un état de stress permanent parce que ce n'était pas du tout pas un choix de rien faire en fait. Hein. Pour certains, ça peut être un choix, mais pas pour lui. L'outil PNL, le questionnement du métamodèle, ça m'a permis de lui faire ouvrir en fait les champs du possible et de lui faire réaliser que quand tu arrives dans un travail, il peut y avoir un accompagnement aussi au travail. On peut y aller petit à petit. Donc je dis on peut démarrer par un stage et puis moi je serai en contact avec ton tuteur de stage et puis je lui expliquerai que c'est la première fois, qu'il t'explique plus. Et du coup, tu ne seras pas tout seul. Et bien là, pouf, est-ce que tu es OK pour aller... Ah bah oui, je suis OK pour aller faire un stage. Donc en fait, tout ça pour vous dire que tous ces outils-là, ils sont hyper efficaces et nous permettent d'avancer plus vite en fait. Et de comprendre l'idée que la personne se fait du monde du travail. Donc ça, c'est un autre schéma, mais je vais avancer. Donc c'est un schéma qui nous permet, qui vient de relater ce que je viens de dire, entre les faits que le jeune ne travaille pas et imaginons le parent, si je me mets à la place du parent, mon ado ne travaille pas, ma réaction, ça génère des tensions, on s'engueule, de toute façon, t'es qu'un feignant. Ce qui va faire que je réagis là, c'est pas mon jeune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi en fait.
c'est ma perception des faits, mon interprétation de ma perception des faits et les réactions émotionnelles que j'ai qui va faire que je vais réagir comme ça. Donc quand on a ce modèle-là en tête, dans les métiers de l'accompagnement, quand on réagit face à quelqu'un qu'on accompagne de manière positive ou moins positive, c'est pas la personne qui nous fait réagir, c'est tout ce qui se passe là. Donc ça va nous donner du pouvoir d'agir en tant que professionnel, parce que quand on repère ça, si vous faites un petit peu d'auto-analyse sur votre posture, ça vous permettra d'aller repérer où est-ce que ça se joue dans votre relation et là où vous allez pouvoir agir aussi pour améliorer votre posture. Donc pour la communication, ce que je vous ai noté là, c'est tout ce qu'on voit dès les bases PNL. Donc pour ceux qui n'ont pas fait de cursus PNL, en 3 jours de base, déjà, vous avez une grande partie du panel des outils de communication qui peuvent être utilisés tout de suite dans votre pratique professionnelle. Donc il y a comment créer un rapport de confiance, ce qu'on disait, observer, apprendre à observer et plus qu'observer, observer sans tirer des conclusions. Se synchroniser, l'écoute, on revient beaucoup sur l'écoute, la reformulation et des techniques pour passer ce qu'on appelle d'un nœud relationnel, c'est-à-dire une situation qui est bloquée, soit avec un collaborateur, soit avec une personne qu'on accompagne, où on sent qu'on n'avance plus en fait dans le parcours, lié à la relation, on va apprendre à dénouer ce lieu et ce nœud et d'avancer dans la relation. On va apprendre à encourager la personne, on va apprendre à lui adresser des messages, parce qu'une personne que vous accompagnez, dans votre manière de dire les choses, ça va avoir un énorme impact. Ce que vous allez dire, c'est minime par rapport à la manière dont vous allez le dire. Donc vous allez avoir des techniques de communication non violente qui ne fait pas partie de la PNL, mais qui vous est donnée quand même pendant les bases PNL, et des techniques donc de questionnement. Ça, je vais passer, on va parler. Voilà, donc si on revient plutôt au niveau cognitif et à l'importance de ce que vous pensez de l'autre, ce que vous croyez de la personne que vous accompagnez et l'impact sur la relation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, avant de recevoir quelqu'un, de vous dire oh, je suis super, j'ai hâte de le voir comment il a avancé, c'est super, etc. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Quel impact ça a sur vous quand vous dites ça? Dans la manière dont vous accueillez la personne? Enthousiaste, positive. Du coup, vous êtes plus ouvert, peut-être, plus souriant. Dégager du positif, c'est plus ouvert. Et est-ce que vous avez remarqué un impact sur la relation avec la personne? Bien sûr, elle est plus ouverte, elle arrive plus sereine. Elle se sent accueillie, plus sereine, etc. Et à l'inverse, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire d'une personne « Oh, celui-là, j'ai pas envie de le voir, il n'y arrivera jamais, oh là là, ça va être long ». Est-ce que ça vous est... Je vois qu'il y a des sourires, donc je présume que oui, ça vous est déjà arrivé. Et à votre avis, quel impact ça a sur la relation? Plus fermé? Sur la défensive, la personne se met sur la défensive. Oui, en réaction, la personne aurait tendance à se mettre sur la défensive. Oui, pourquoi? Parce que la communication, la relation, c'est une boucle. On appelle ça une boucle rétroactive. Cherchez le mot. Je suis oublié le deuxième mot. La relation, c'est une boucle rétroactive. C'est-à-dire que inconsciemment, vous allez envoyer dans la manière dont vous communiquez, les mots que vous dites, le verbal, mais aussi dans votre attitude, donc le non-verbal, vos gestes, votre niveau d'ouverture ou de fermeture, et dans votre ressenti intérieur, vous allez envoyer un message à la personne. Et
Et en réaction, donc vous l'avez dit, en réaction, la personne, elle peut être plutôt agressive si je la reçois de manière plus fermée. Elle va vous faire aussi ce qu'on appelle un feedback. Un feedback, c'est une information qu'on va donner en retour, mais ça peut être une information verbale, mais juste gestuelle. On n'a pas besoin de parler pour communiquer. Vous connaissez, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, quand on est un professionnel, tout ce qui se passe, toutes nos pensées, nos ressentis, que des fois on cache bien à l'intérieur de nous en disant de toute façon il ne saura jamais ce que je pense de lui, eh bien inconsciemment, ça transpire à travers notre manière de communiquer non verbale et paraverbale, et aussi à travers l'inconscient, et ça va forcément impacter la relation. Et ça, avec les enfants, pour ceux qui ont des enfants ou qui sont en relation avec des enfants, on le voit tout de suite. Un enfant, on ne peut pas lui mentir. Même si on lui dit « t'es super, tout va bien, machin », si on pense le contraire, il va te regarder, il va dire « qu'est-ce qu'elle dit celle-là ?» Donc il va tout de suite capter ces informations-là. Donc l'importance de travailler et de repérer à l'intérieur de nous ce qu'on croit de l'autre, ce qu'on pense de l'autre, et repérer ce qui est limitant dans votre pratique. Parce que parfois, dans les gens qu'on accompagne, ça ne veut pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est rose. Parce qu'on peut avoir des publics un peu plus difficiles à accompagner, où il peut y avoir des risques en fonction des troubles que la personne présente, en fonction de son parcours. Donc, mettre à jour aussi ses pensées, c'est aussi bien garder aussi en mode sécurité, quoi. Si je sais que ce jeune, il peut, ou cette personne, elle peut facilement se mettre en colère, c'est avec toi qu'on parlait tout à l'heure, tu accompagnes des personnes qui ont des troubles autistiques, et d'apprendre à repérer en fait les comportements et les situations qui peuvent mettre la personne en colère. Donc ça, on garde. Par contre, on va aussi regarder les croyances que j'ai, et en fonction des croyances que j'ai, qu'est-ce qui peut me limiter moi dans ma pratique d'accompagnement. Donc ça, c'est des choses, on rentrera dans le détail, notamment à partir on travaille beaucoup sur les croyances, et nos croyances qu'on appelle limitantes, à partir du praticien. On va aller regarder l'importance de notre système de croyances sur nous-mêmes, nos décisions, nos comportements, notre évolution, nos croyances aidantes aussi, celles qui nous aident dans notre pratique et dans notre évolution, mais aussi celles qu'on porte sur les autres. Et enfin, donc dans les outils que dès les bases on aborde, il y a notre système émotionnel, et vous apprendrez les premières techniques de gestion, de régulation émotionnelle qui ont un impact énorme, parce que si vous arrivez en entretien ou en rendez-vous en fonction de l'état émotionnel dans lequel on est, on ne va pas obtenir le même résultat. Alors surtout avec les personnes qui ont des troubles, surtout pas que, mais plus avec les personnes qui ont des troubles psy, ou les tout petits aussi, l'état émotionnel va tellement transpirer, comme avec les animaux d'ailleurs. Tout de suite on a un feedback, tout de suite on a une boucle de rétroaction. Donc l'idée aussi d'utiliser ces outils de gestion émotionnelle, ça va être dans la relation, mais ça va être aussi pour se protéger soi et se ressourcer. Donc ça va être des outils, parce qu'on sait que c'est des métiers qui demandent beaucoup d'énergie, de la concentration, de l'adaptation. On travaille avec des êtres humains qui ont eu des parcours de vie difficiles, il faut encaisser tout ça. C'est pas simple. Et pour garder aussi, on parlait tout à l'heure de la juste distance, ces outils permettent de démarrer sa journée dans le meilleur état possible. Et vous apprendrez donc des techniques qu'on appelle l'ancrage, qui vous permet d'activer, de réactiver un état émotionnel positif pour vous aider à faciliter aussi votre journée, ou vous ressourcer après un entretien ou un rendez-vous difficile. Donc ça, c'est des choses qu'on aborde dès les bases, et qu'on apprend petit à petit à développer. À partir du technicien, on aborde une technique qui s'appelle la désactivation d'encre, qui à l'inverse
Si jamais vous avez vécu des expériences, j'ai travaillé avec quelqu'un comme ça, je me souviens, qui était éducatrice et qui, avec les ados, et qui avait été agressée, subi une agression dans une expérience professionnelle, et ça l'avait tellement marquée que depuis, elle avait tout le temps un petit fond de stress en fait quand elle était en accompagnement, qui à un moment donné, ça prenait un peu trop de place, ce stress, et ça l'empêchait d'aborder ses journées sereinement, on va dire. Eh bien, on a pu pratiquer cette désactivation d'encre, où on va désactiver en fait l'association que notre cerveau a fait entre la situation et l'état interne. Donc ça améliore aussi la qualité de nos journées, parce que vous êtes dans des métiers difficiles, et vous prenez soin des autres, mais qui prend soin de vous? Donc comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, on vous propose tous ces outils-là aussi pour que vous soyez autonome dans la pratique. Tout ce qu'on voit en formation, on vous donne des outils pour que ça soit plus facile pour vous de les mettre en pratique de manière autonome et vous puissiez les utiliser dans votre quotidien. On m'a dit 50 minutes, on est pile à 50 minutes. Est-ce que j'ai tout dit? Je ne suis pas allée dans le détail, mais je vous mets juste rapidement les quelques dates des prochaines sessions de base PNL, à savoir que jusqu'en août, les sessions sont présentielles, et à partir de septembre, on a une session en ligne qui démarre. Si certains d'entre vous, vous ne pouvez pas vous rendre en présentiel, on a une session en ligne, c'est le soir à partir de 18h30, donc parfois ça peut être plus facile.